Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de votre présence et de votre compréhension. On a eu quelques petits problèmes techniques. Donc je suis heureux de vous retrouver pour celles et ceux qui étaient là il y a 2 semaines dans le cadre de mon intervention sur les relations entre la Chine et la Russie, au cours de laquelle on avait mené une réflexion sur ce rapprochement entre ces deux acteurs majeurs pouvait peut-être signifier à la fois au niveau de l'Eurasie bien sûr et au niveau d'un éventuel changement ou prémisse de changement au niveau de l'ordre international. Ce sur quoi je voudrais intervenir aujourd'hui devant vous, c'est plutôt la relation entre la Chine et les États-Unis, et j'ai intitulé mon intervention « Les enjeux mondiaux de la rivalité sino-américaine ». Je l'ai fait à dessein parce que je pense que les interactions entre ces deux acteurs en fait bousculent un certain nombre de théâtres, d'espaces géographiques, et que la rencontre en fait, entre les États-Unis et la Chine, qui se fait à la fois sur le mode coopératif et sur le mode conflictuel, est, de mon point de vue, extrêmement structurante ou sera très structurante pour le XXIe siècle. Alors j'ai prévu, en fait comme toujours, mes interventions reposent beaucoup sur des diapos, parce qu'en tant que géopoliticien, je travaille beaucoup sur les cartes, et j'aimerais apporter une réflexion en fait, sur les cartes. Et ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, enfin, en attendant qu'on ait les cartes en tout cas, c'est de faire une approche en trois segments. D'abord une approche générale, parce qu'il me semble que si on parle de la relation entre la Chine et les États-Unis, il importe en fait d'avoir en mémoire quelques dates, des grandes dates qui sont structurantes dans la relation entre ces deux pays. Ensuite, toujours dans cette approche générale, j'aimerais parler de la guerre commerciale qu'il y a eu entre la Chine et les États-Unis, en tout cas on l'a intitulé guerre commerciale, les espaces où se déploie la rivalité entre la Chine et les États-Unis, les domaines où s'exprime cette rivalité, et puis la contre-réaction des États-Unis. J'avais prévu de développer particulièrement quelques thèmes, puisque le sujet est tellement énorme qu'on ne peut pas l'aborder en son ensemble, mais de parler un petit peu de la BRI, la Belt and Road Initiative, de l'enjeu des hydrocarbures, l'enjeu des terres rares, l'enjeu de l'influence diplomatique de la Chine au niveau mondial, les BRICS, dont on a parlé récemment, et puis quelque chose dont on a moins parlé, mais qui s'appelle le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, et qu'on oppose souvent à une autre construction de zone de libre-échange, qui est le TPP, Trans-Pacific Partnership, et qui peut se résumer de manière extrêmement sommaire dans une compétition entre les États-Unis, enfin la Chine porteuse du RCEP et les États-Unis, qui à un moment ont été très concernés par le TPP. Et puis, en troisième partie, je voudrais mettre un focus sur un aspect particulièrement saillant de la rivalité sino-américaine aujourd'hui, qui est la rivalité maritime. Donc parler notamment des questions d'enclavement maritime de la Chine, des dynamiques donc, chinoises de désenclavement maritime, et puis la manière dont la Chine tente à se projeter sur des espaces océaniques qui vont au-delà de ces mers limitrophes, et je pense particulièrement à l'océan Indien, et puis en conclusion, la manière dont les États-Unis tentent de maintenir, de contenir cet élargissement de l'influence maritime de la Chine. Alors pour ma première partie, je n'ai pas vraiment besoin de diapos, enfin ce que j'aurais affiché, je l'aurais commenté, donc je vais procéder comme ça. Alors, quelques grandes dates dans la relation Chine-États-Unis. Quand je dis Chine, je pense RPC, en République populaire de Chine. Alors, pour se remettre en mémoire, donc en 1949, on a la victoire des communistes de Mao Zedong, qui prennent le pouvoir à Pékin, après avoir vaincu les nationalistes du Kuomintang, à l'issue d'une guerre civile qui a été longue, dure et sanglante. Et le gouvernement du Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, se retire à ce moment-là sur l'île de Taïwan et coupe tout contact à ce moment-là avec la Chine continentale.
C'est en 1950 en fait, que Taïwan devient un allié des États-Unis. Parce que les États-Unis, je vous le rappelle, sont engagés dans la guerre de Corée, qui va aller de 1950 à 1953, et dans laquelle la Chine va être un acteur très actif. La Chine va intervenir et près d'1 million de soldats chinois vont être impliqués sur le terrain lors de la guerre de Corée. Et la Chine va être un allié décisif pour la Corée du Nord. Et donc, dans ce contexte-là, Taïwan est intégré par les États-Unis dans ce mécanisme qu'ils essayent de mettre en place face à la Chine. Notamment, les États-Unis déploient une flotte dans le détroit de Taïwan pour protéger leur allié d'une éventuelle attaque venant du continent. Alors, autre date saillante, mais je viens d'en parler, c'est 1950-1953, donc la guerre de Corée, qui se développe. Et je vous rappelle que pendant ce temps, sur le flanc sud-ouest de la Chine, une autre guerre se développe, qui est la guerre d'Indochine, qui oppose le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient à ce qu'on a baptisé de nom générique de Viet Minh. Et le Viet Minh disposera de l'appui de plus en plus fort de la Chine, une fois la Chine devenue la République populaire de Chine, et cet appui sera fondamental en fait dans plusieurs des batailles menées en Indochine, en particulier celle de Dien Bien Phu. Alors, en 1954-55, on a la première crise du détroit de Taïwan. Pékin lance des attaques d'artillerie sur certaines îles qui sont éloignées et contrôlées par Taïwan et qui se trouvent au large de la côte sud-est de la Chine. Et lors de ces combats, Taipei perd le contrôle de certaines îles et déplace les forces et les résidents qui restent vers Taïwan. Les Américains n'interviennent pas directement, mais apportent un soutien logistique à ce moment-là aux Taïwanais. Je précise par rapport à la guerre d'Indochine que les Américains vont également s'impliquer de plus en plus au niveau logistique aux côtés des forces françaises. Et on considère que vers la fin de la guerre d'Indochine, en 1953-54, près de 90% du matériel dont dispose le corps expéditionnaire est acheminé via les Américains. Donc on voit que les Américains sont dans une interaction qui est globalement très conflictuelle avec la Chine, soit par alliés interposés, soit directement, comme ça a été le cas en Corée. En 1958, on a la deuxième crise du détroit de Taïwan. Pékin lance des attaques d'artillerie pendant des mois sur les îles périphériques qui sont contrôlées par Taïwan, en particulier Kinmen et Matsu, qui sont toutes deux très très proches de la Chine continentale. Elles sont à quelques kilomètres de la côte chinoise. Et les forces taïwanaises ripostent grâce aux armes qui leur sont fournies par les Américains. Et in fine, à l'issue de cette deuxième crise du détroit de Taïwan, la Chine ne peut prendre le contrôle d'aucune des îles qui sont contrôlées par les Taïwanais. En 1965, donc je déroule toujours ce fil avec les dates saillantes qui mettent en jeu Chine et États-Unis. En 1965, on a le début de ce qu'on appelle la guerre du Vietnam. Donc, je rappelle que la guerre d'Indochine, grosso modo, va de 1946 à 1954, et la guerre du Vietnam, techniquement, va de 1965 à 1975. Mais la présence de conseillers américains au Vietnam remonte déjà à 1962. Mais les Américains s'engagent directement dans la guerre et donc vont se trouver dans un camp qui est opposé à celui qui est soutenu par la Chine. Néanmoins, il va y avoir une évolution puisque des contacts vont se développer, notamment par le biais de Henry Kissinger, qui est décédé, comme vous le savez, il y a quelques jours, à l'âge de 100 ans. Et donc, sous l'égide de Kissinger, les liens et les contacts entre la Chine et les États-Unis vont se poursuivre et vont amener à la visite historique de Richard Nixon à Pékin en 1972. On a donc là une reconnaissance officielle de la RPC par les États-Unis. C'est un
C'est un phénomène tout à fait important parce qu'il il applique que les États-Unis portent un regard nouveau sur la Chine. Jusqu'au début des années 1960, les Américains considèrent qu'ils ont à faire face à un bloc communiste à peu près monolithique qui est formé de l'URSS et de la République populaire de Chine. Mais la dégradation des relations entre les Soviétiques et les Chinois qui se fait jour à partir du milieu des années 1950. Merci. À partir du milieu des années 1950, va avoir pour effet que les Américains vont comprendre que... vous m'entendez? C'est moi qui ai laissé un peu. Oui, vont comprendre en fait qu'il faut séparer les deux géants du bloc communiste et une inimitié les oppose qui est tout à fait déconnectée de leur proximité idéologique. Et cette perception américaine est tout à fait importante parce qu'elle leur fait intégrer le fait que la Chine peut être un des éléments qu'ils vont pouvoir mobiliser pour contenir l'URSS. En 1979, comme vous voyez du coup sur la diapo, on a le président Carter qui accorde à la Chine une pleine reconnaissance diplomatique et reconnaît la politique d'une seule Chine, séparant la Chine de Taïwan. Alors pour mémoire, je ne l'avais pas mentionné, mais je vous le dis, en 1971, la République populaire de Chine prend le relais de Taïwan comme représentant légitime de la Chine aux Nations Unies à l'issue d'un vote de l'Assemblée générale. Taïwan se retrouve dans un contexte, enfin dans une situation très particulière que les Américains vont formaliser à travers un vote par le Congrès américain de ce qu'on va appeler le Taiwan Relation Act. Et ce Taiwan Relation Act définit les relations avec le gouvernement de Taipei et du point de vue des Américains, merci, ces relations doivent être exactement semblables aux relations qui lient les Américains avec d'autres pays, à l'exception de relations diplomatiques formelles, officielles. Ce Taiwan Relation Act a pour conséquence que les États-Unis sont autorisés, le Congrès autorise en fait le gouvernement des États-Unis à vendre des armes à des fins défensives à Taïwan. En revanche, le Taiwan Relation Act a un aspect tout à fait spécifique qui est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois. L'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que les États-Unis ne se prononcent pas sur leur intention en cas de conflit entre la Chine et Taïwan. Donc ils ne précisent pas s'ils entreront en guerre à côté de Taïwan ou s'ils n'entreront pas. Donc il y a un espace d'interprétation, d'ambiguïté, qui va durer quasiment jusqu'en 2021, si ma mémoire est bonne, lorsque Joe Biden annonce explicitement que les États-Unis entreraient en guerre aux côtés de Taïwan si Taïwan était attaqué. Alors c'était une déclaration du président Biden, mais elle a été plus ou moins revue ou relue quelques jours plus tard par le département d'État. Donc il n'est pas clair si les États-Unis sortent ou non de l'ambiguïté stratégique. Alors, autre date, en 1982, le président américain Ronald Reagan adopte ce qu'on appelle les 6 assurances à Taïwan, avec un engagement de ne pas modifier la loi, donc votée par le Congrès précédemment, sur les relations avec Taïwan, donc le Taiwan Relation Act. Et ces 6 assurances que les États-Unis apportent à Taïwan, et qu'ils continuent à apporter, puisqu'on se base toujours sur ce document, c'est le refus des États-Unis de fixer une date pour mettre fin aux ventes d'armes à Taïwan, le refus des États-Unis de consulter le RPC pour les ventes d'armes à Taïwan, le refus des États-Unis de jouer un rôle de médiation entre Taipei et Pékin, le refus des États-Unis de réviser la loi sur les relations avec Taïwan, une position qui demeure inchangée des États-Unis concernant la souveraineté de Taïwan, et le refus des États-Unis de faire pression sur Taïwan pour qu'il entame des négociations avec la RPC. En 1989, vous vous en souvenez, ce sont les manifestations en Chine et le massacre de la place Tiananmen qui oblige, enfin qui
met les États-Unis dans l'obligation de réagir, de marquer en fait leur désapprobation. Et cette désapprobation prendra la forme d'un arrêt des ventes militaires à Pékin. Mais assez vite, 2 ans plus tard, les relations reprennent parce que en fait, depuis l'ouverture initiée par Deng Xiaoping, à partir de 1980, les relations économiques entre les États-Unis et la Chine se sont fortement développées. Donc le gouvernement américain n'entend pas mettre un frein trop brutal à ces relations et cette interaction économique entre ces 2 États. En 1995, le président taïwanais, Lee Teng-hui, se rend aux États-Unis pour une réunion dans l'université Cornell. Et cette présence du président taïwanais aux États-Unis, qui est accueilli semi-officiellement, il n'est pas reçu par des officiels américains, mais il est reçu dans des institutions prestigieuses aux États-Unis, comme l'université Cornell. Donc cette visite suscite de fortes critiques de Pékin. Et en juillet 1995 jusqu'en mars 1996, on a la 3e crise du détroit de Taïwan, avec des menaces de tir de missiles de la part de la Chine continentale sur Taïwan et l'intervention de 2 groupes aéronavals américains dans le détroit de Taïwan, ce qui est l'intervention la plus importante des États-Unis dans la région depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er octobre 2000, le président américain Clinton signe la loi sur les relations entre les États-Unis et la Chine de 2000. C'est une loi qui garantit à Pékin des relations commerciales normales et permanentes avec les États-Unis et ouvre la voie, en 2001, à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC. En 2008, la Chine devient le plus grand créancier étranger des États-Unis. En 2008 également, ce sont les Jeux olympiques de Pékin, suivis en 2010 par l'exposition universelle de Shanghai. Et en 2010 également, la Chine devient la 2e économie mondiale après avoir été évaluée, enfin son PIB, à 1330 milliards de dollars. En 2011, on a une rupture, on constate le début de la multiplication des incidents en mer de Chine méridionale et orientale. J'en parlerai. En 2012, la Chine a de nouveaux dirigeants. C'est le président Xi Jinping et Li Keqiang en tant que Premier ministre. Il y a également un bureau politique permanent, une commission militaire centrale, un conseil d'État et progressivement, à partir de 2013, Xi Jinping prend le contrôle des organes essentiels, y compris militaires, de l'État chinois. En 2014, le président américain Obama et le président chinois Xi Jinping énoncent une déclaration commune lors de la réunion de l'APEC en 2014 sur le changement climatique, prévoyant de réduire les émissions. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. En juillet 2018, le président américain Donald Trump donne suite à des mois de menaces d'imposer des droits de douane drastiques à la Chine, en raison de ses pratiques commerciales qui sont présumées déloyales. Alors, j'ai sauté des dates importantes, mais la guerre commerciale, je vais en reparler tout à l'heure, donc elle se poursuit. En février 2023, vous l'avez tous suivi, c'est l'affaire du ballon espion chinois. Et puis, le 15 novembre 2023, donc il y a quelques jours, Xi Jinping et Joe Biden se sont réunis à San Francisco et ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines clés. Donc, voilà un tableau, si vous voulez, très rapide sur près de 70 ans, des points importants, mais qui montrent en fait que les États-Unis et la Chine ont été, la RPC en tout cas, ont été très rapidement en interaction. On a vu que c'était une interaction qui a été, notamment sur le mode conflictuel ou semi-conflictuel, lors de l'émergence de la République populaire de Chine, et qu'on est passé ensuite à une forme de coopération, je vais en reparler. Alors, un mot sur la guerre commerciale, ce qu'on appelait en tout cas la guerre commerciale Chine-États-Unis. Donc, elle a commencé, comme je vous l'ai dit, en 2018, et elle était liée en fait à la prise de conscience aux États-Unis de l'accroissement régulier du déficit commercial entre les États-Unis et la Chine, devenu en fait abyssal, qui n'a cessé de s'accroître depuis les années 2000 jusqu'à atteindre 383 milliards de dollars en 2022. Et sous l'administration Trump, les États-Unis décident d'imposer des tarifs douaniers
très élevé, sur 370 milliards de dollars d'importations chinoises. Et le font donc en 4 phases, vous vous en souvenez peut-être. Alors, on remarque aussi que la guerre commerciale, on en a parlé beaucoup en 2018 comme une guerre commerciale, devient plutôt une guerre technologique. À partir de mai 2019, et notamment lorsque émerge le décret qui interdit les technologies chinoises, notamment celles de Huawei ou de ZTE, dans la mise en place de la 5G pour les entreprises américaines. Et vous vous souvenez du placement en résidence surveillée de la directrice de Huawei au Canada pendant plusieurs mois, qui a induit une crise diplomatique très importante entre le Canada et la Chine, avec des pressions américaines importantes aussi au niveau du Canada. Par ailleurs, on remarque qu'il y a à présent de très fortes restrictions des exportations vers la Chine des semi-conducteurs haut de gamme. De même que des équipements et des logiciels qui sont nécessaires à leur fabrication. L'objectif de Washington est de priver la Chine d'éléments qui sont indispensables au développement des technologies d'avenir, qu'on pense être d'avenir, en tout cas particulièrement l'intelligence artificielle et les supercalculateurs. Et dans ce cadre déjà troublé, économique, technologique, de guerre économique et technologique, on peut aussi voir une guerre idéologique, c'est-à-dire que de plus en plus, on a un narratif américain, un narratif chinois, qui opposent deux modèles qui apparaissent de plus en plus comme étant irréductibles. Alors, si je devais résumer, on pourrait dire qu'il y a eu 5 grandes étapes dans la relation entre la Chine et les États-Unis. Alors, d'abord, les années ou la décade 1960, décennie 1970, on a une relation naissante qu'on peut placer sous le signe du pragmatisme. Je vous l'ai dit, la Chine apparaît la RPC apparaît comme un élément important pour les États-Unis, dans la géopolitique mondiale des États-Unis, pour contenir l'URSS. Et Taïwan, qui représente un point de divergence, on l'a vu dès 1950, entre les deux acteurs, est mis en veilleuse. C'est une décision en fait volontaire de la part des autorités chinoises. La décennie 1980, on est sur une décennie très encourageante. Deng Xiaoping, vous le savez, prend le pouvoir en 1978, initie des réformes économiques très importantes. L'idée qui se développe en Occident à partir de cette période, c'est que la Chine va se diriger vers un avenir finalement assez semblable à celui du Japon, c'est-à-dire une libéralisation de l'économie suivie d'une démocratisation du régime, avec un pays qui sera probablement un géant économique, mais très probablement aussi un nain relatif, en tout cas une petite puissance géopolitique. Et cette idée prédomine, peut-être vous en souvenez-vous, pendant même les années 90, on est sur ce modèle-là. Mais ce qu'on constate, c'est que, en fait, dès le début des années 1980, le socialisme, le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong et la dictature du prolétariat sont ancrés dans la constitution chinoise à ce moment-là. Et puis on a le tournant, donc la troisième phase, de 1989, Tiananmen. Les États-Unis, on l'a vu, rétablissent assez vite les ponts avec la Chine parce que les acteurs économiques américains ont besoin d'interagir avec leurs alter ego chinois, et aussi parce qu'il y a une féroce concurrence dans les années 1990 entre les acteurs économiques occidentaux, donc qui sont européens entre eux ou entre Européens et Américains. Mais on peut penser que Tiananmen est déjà un point de bascule. Parce qu'il montre que le pouvoir chinois choisit délibérément une voie qui est celle de l'autoritarisme. Et on voit que ce choix va perdurer par la suite. Le parti verrouille le système, intensifie la propagande, l'éducation patriotique, et progressivement se ferme, ça va être progressif mais net, il se ferme aux valeurs occidentales. Et c'est dans ce cadre qu'on va voir, par exemple, une réémergence des idéaux confucianistes en Chine qui sont opposés ou qui sont présentés comme différents, voire opposés aux valeurs d'Occident. Et on prête à Deng Xiaoping cette phrase qui est « cacher ses talents et attendre son heure ».
elle a été souvent citée. La quatrième grande étape, ce sont les décennies 1990 et 2000. La Chine entre de plein pied dans le libéralisme, c'est clair. Il y a eu un nouveau programme d'ouverture et de réforme en 1992, donc à peu près 10 ans après le précédent. On l'a vu en 2001, la Chine adhère à l'OMC et elle devient ce que l'on va appeler l'usine du monde à ce moment-là. Et Pékin entre dans le club des grandes puissances, au moins des grandes puissances économiques. Et puis, les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, la Chine est une grande puissance. On a vu que les Jeux Olympiques de 2008 ont été un succès international, en dépit des incidents qui ont été provoqués suite à la répression, notamment au Tibet. Vous en souvenez. L'exposition universelle de 2010 est également une réussite. Et on voit en Chine se développer un narratif qui est assez clair et qui essaye de créer de mettre de la cohérence dans l'ensemble de l'histoire de Chine, et notamment entre ce qu'est la RPC aujourd'hui et ce que a pu être l'Empire avant l'émergence de la RPC. L'idée étant de montrer que la Chine a une forme de continuité, aussi bien historique qu'en termes de valeurs ou politique, et donc elle peut se reposer en fait sur ce socle. Et il y a aussi une opposition du modèle chinois avec celui qui est promu par l'Occident, qui passe à travers les valeurs que l'Occident souhaite présenter comme universelles, et le rejet d'une domination occidentale, qui va se faire de plus en plus nette. Il y a le fait aussi qu'en 2008, la Chine intervient lors de la crise financière, et cette intervention de la Chine est vécue positivement par un certain nombre d'États de la région. C'était déjà le cas lors de la crise financière en 1997, la crise asiatique, c'est encore le cas en 2008, et ça va contribuer au resserrement des liens de Pékin avec les pays qui ont été bénéficiaires de son action. On voit de manière générale que le contrôle du parti sur l'économie, sur la société se renforce même de manière drastique à partir de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, et que se renforce également le rejet, enfin le terme je l'ai utilisé peut-être un peu fort, mais la volonté de faire évoluer un ordre mondial qui est fondé sur un principe de valeurs libérales et de liberté individuelle. Et dans ce contexte-là, de manière, pourrais-je dire, logique, on voit se multiplier les tensions avec les États-Unis et leurs partenaires, de manière générale, leurs partenaires occidentaux. Alors, donc on voit qu'on a un contexte qui est en place pour que se développe en fait une rivalité. Alors moi je centre cette rivalité sur les États-Unis et la Chine, il y a d'autres acteurs qui sont concernés évidemment, mais on peut se poser la question de sur quels espaces au fond se développe cette rivalité. Alors les espaces géographiques, j'en identifie au moins 4. On a l'Eurasie dans son ensemble, je vais en parler, l'Asie centrale, pas énormément par rapport aux États-Unis, mais le Moyen-Orient certainement, l'Europe aussi. Il y a également l'Afrique, autre espace géographique où la Chine se projette, l'Amérique latine et l'espace maritime mondial. Alors, il y a aussi un espace qui est un espace économique, c'est-à-dire que la Chine se projette en tant qu'acteur économique et se projette avec des mécanismes qu'elle crée, qu'elle met en place, la BRI, dont je reparlerai un petit peu, donc les nouvelles routes de la soie, mais cette rivalité porte aussi sur les hydrocarbures, avec quelques réserves, mais aussi beaucoup sur les terres rares, j'en dirai un mot. L'espace est également diplomatique, c'est-à-dire que la Chine investit un certain nombre de champs diplomatiques et donc se met en mesure de pouvoir peser là où elle était absente auparavant. Donc le poids et l'influence de la Chine, évidemment, contrebalance ou rivalise avec celui que les États-Unis peuvent exercer sur les mêmes espaces.
Donc je dirais un mot du Forum Chine-Afrique, du CELAC, qui concerne l'Amérique latine, Chine-Moyen-Orient, Chine-Europe, 16+1. J'évoque simplement le conflit de Syrie parce que je ne vais pas en fait l'investir, mais je peux répondre à des questions. Mais la Chine s'est investie dans ce conflit-là. Les domaines de rivalité de la Chine avec les États-Unis sont nombreux. J'en fais une liste, je ne vais pas tous les traiter. À l'ONU, dans le cadre du Conseil de sécurité, dans les agences de l'ONU également, par exemple le Conseil des droits de l'homme. Au niveau de l'ASEAN, au niveau de l'APEC, le TTP et RCEP dont j'ai parlé tout à l'heure, la Chine qui s'appuie sur la Russie, j'en ai parlé la dernière fois, la question de la Corée du Nord, Israël, je pense en fait au conflit actuel à Gaza, où j'attendais avec intérêt la manière dont Pékin allait se positionner, et où il y a eu un léger réfléchissement sur la manière dont la Chine se positionne habituellement, puisque Pékin a émis une critique relativement explicite d'Israël, ce que les Chinois n'avaient pas fait auparavant. Alors, pour le moment, il n'y a pas de suite, pour autant que je puisse voir, mais je ne sais pas donc si c'est un gage que la Chine a donné à ses partenaires arabes dans ce contexte-là, au Moyen-Orient, ou si ça dit quelque chose d'un éventuel infléchissement diplomatique plus profond de la Chine dans la région. C'est à voir. Après, il y a la Chine-Afrique, des interventionnismes au Moyen-Orient, comme par exemple l'accord Arabie Saoudite-Iran, qui a été fait sous l'égide de la Chine, vous le savez, et qui a fait beaucoup gloser, parce que, évidemment, la Chine avait réussi quelque chose que les États-Unis n'avaient pas essayé de faire, ou n'avaient pas été en mesure de faire, évidemment. Puis le domaine spatial. Les domaines de rivalité de la Chine, c'est une présence militaire, dont je ne parlerai que maintenant, mais je la signale, c'est-à-dire une participation de l'armée chinoise à des forces de maintien de la paix de l'ONU, qui sont importantes pour l'armée chinoise parce que ça lui permet d'acquérir un savoir-faire et un rétex, un retour sur expérience de ces interventions-là. Et puis une présence militaire au Tadjikistan, sur les frontières de l'Afghanistan, et également une présence sécuritaire dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai dont j'avais parlé la dernière fois. Et puis les domaines de rivalité avec la Chine, c'est évidemment la dimension maritime, avec le syndrome d'obsidionalité que la Chine peut avoir, c'est-à-dire cette impression d'être entourée, encerclée, une volonté de contrôle des mers limitrophes, une volonté de contrôle des dynamiques des États voisins, qu'il s'agisse du Japon, des Philippines, du Vietnam, une expansion vers l'océan Indien, la présence de bases navales dans différents ports, Réam au Cambodge, Hambantota au Sri Lanka et puis Djibouti. Et puis une contre-réaction des États-Unis, avec la volonté inverse des États-Unis et du bloc occidental, enfin ce que je mets derrière ce mot, c'est donc des alliés régionaux des États-Unis, d'empêcher Pékin de trop bousculer l'ordre international, qui est plutôt favorable à l'Occident aujourd'hui. L'hypothèse d'une extension de l'OTAN vers l'Asie de l'Est, qui a été plus qu'évoquée, puisqu'il y a eu des rencontres entre des responsables japonais au plus haut niveau et des responsables de l'OTAN, avec l'idée et des appels du pied de la part du Japon qu'il puisse y avoir une implantation de l'OTAN qui s'élargirait donc à l'Asie de l'Est au niveau du Japon. Le containment, donc l'endiguement, une volonté de Washington de maintenir, voire d'accroître le gap, pardonnez-moi l'anglicisme, disons l'espace, le creux, le fossé technologique avec la Chine, l'utilisation de Taïwan comme un atout maître en cas de déstabilisation de la RPC, je ne l'évoquerai pas, mais je pourrais répondre à des questions à ce niveau-là, mais je le cite, et puis la mise en place d'alliances régionales. Alors, je passerai les diapos assez vite parce qu'on a commencé en retard, je suis désolé, je serai très elliptique pour certaines, mais c'est pour laisser un espace après pour les questions. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si je suis allé trop vite. Alors, Chine-USA, une rivalité économique au niveau mondial. Regardez, ce graphique est très intéressant parce qu'il montre en fait l'évolution progressive de la présence de... En gros, ça s'intitule The US-China Trade War, Who Dominates Global Trade? Qui domine le commerce global? Vous voyez que cette carte montre qu'on a progressivement le bleu qui faisait référence aux États-Unis, qui s'efface progressivement au fil des années, entre 1982 et 2018 plus exactement, au profit donc de la Chine, de plus en plus présente sur ces marchés. Donc une situation qui a beaucoup évolué. Alors,
Comment la Chine a fait pour faire évoluer cette situation? Elle a développé des mécanismes, des mécanismes au niveau, si ce n'est planétaire, au moins au niveau continentaux, qui lui ont permis de développer ses liens économiques avec les différents acteurs, de créer de la dépendance également, d'assurer sa capacité à importer ce dont elle a besoin, donc principalement des ressources énergétiques ou des matières premières. Et ça s'est fait notamment par le biais de la Belt and Road Initiative, la BRI, la nouvelle route de la soie, dont j'avais parlé la dernière fois, mais je vous remets quelques cartes pour vous remettre ça en mémoire. Avec la Chine, donc en rouge, les 6 corridors, ce qu'on appelle les corridors des routes de la soie, qui sont des corridors continentaux, pour 5 d'entre eux, et un 6e qui est la route maritime de la soie. Alors les pays en rose, en sombre, sont les pays qui ont participé à la banque qui a été mise sur pied par la Chine, qui est la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la BAI. Alors la BRI, c'est aussi ça. C'est potentiellement aussi une route vers le nord, dans l'hypothèse où il y ait une fonte durable des glaces au niveau de l'Arctique, ce qui ferait gagner un peu plus de 2 semaines de jours de navigation aux navires qui emprunteraient la route du Nord, donc le long de la Russie, plutôt que de passer par mer de Chine méridionale, océan Indien, mer Rouge et mer Méditerranée. Alors, la BRI, ce n'est pas simplement un mécanisme eurasiatique plutôt, c'est aussi un mécanisme qui se manifeste au niveau mondial. C'est en fait, en quelque sorte, c'est devenu une sorte de label, la BRI, les nouvelles routes de la soie, et on applique ce label à tous les liens qui se développent entre la Chine et les pays dans le monde, dans le cadre de ce mécanisme. Donc vous voyez que l'Amérique latine, notamment, est concernée par les nouvelles routes de la soie, et j'en parlerai lorsque j'évoquerai le CELAC tout à l'heure. Alors, une dernière diapo concernant la BRI, simplement pour vous montrer qu'on a un maillage de l'Eurasie, avec pour objectif de connecter les 2 extrémités de l'Eurasie, orientale et occidentale, que ce soit par le biais de routes, d'infrastructures routières, mais aussi d'infrastructures en termes de chemin de fer. Alors, la BRI est un exemple. Un autre exemple d'investissement économique de la Chine, de mise en place en fait, de mécanismes qui lie la Chine avec un certain nombre de pays, mais des pays qui sont considérés comme étant spécifiques. On a Chine et PECO. PECO, c'est les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc c'est ce qu'on appelle le 16+1, qui était jusqu'à l'an passé le 17+1, puisque la Lituanie en faisait partie, et la Lituanie, même si elle figure sur la carte, je n'ai pas trouvé de carte qui ait pris ça en compte, s'en est désinvestie en 2021, fin 2021, de mémoire, en considérant qu'elle n'en tirait pas avantage. Et par ailleurs, la Lituanie avait décidé de renforcer ses liens avec Taïwan. Donc l'objectif de cette initiative 16+1, qui remonte à 2012, c'est promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre la Chine et les 16 pays d'Europe centrale et orientale, dans le cadre donc de la BRI. Ça s'inscrit, c'est un sous-ensemble de la BRI, mais c'est en même temps, ça a été vu et analysé comme étant un coin mis par la Chine dans la cohésion de l'Union européenne, puisqu'une partie des pays qui font partie du PECO font partie de l'Union européenne. Et une lecture possible était que ça permettait à la Chine en fait d'essayer de briser l'unité de l'Union européenne en développant des accords spécifiques avec certains membres de l'Union européenne. Et c'est assez spécifique de la diplomatie chinoise, puisque les Chinois essayent alors, à la fois de discuter avec des ensembles de pays, mais quand des problématiques se posent, qui sont en tout cas qui impactent la Chine essaye de fragmenter l'ensemble qu'elle a et d'entrer dans le cadre de forums multilatéraux plus restreints, voire de passer directement à des négociations qui sont bilatérales, qui deviennent bilatérales, et où la Chine bénéficie de l'asymétrie qu'elle a avec les autres acteurs.
Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un enjeu avec les hydrocarbures, ce que montre cette carte, c'est tous les espaces dans le monde où la Chine importe du pétrole. Et on voit que ces espaces sont très nombreux, puisqu'il y a bien sûr le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient fournit, au sens large, fournit à peu près la moitié des ressources en hydrocarbures de la Chine, qui rejoint la Chine principalement par voie maritime. Mais il y a la Russie, qui est un partenaire très important, l'Asie centrale, bien évidemment, l'Afrique, avec l'Angola, et de manière moindre, ça ne figure pas sur la carte, le Soudan, et l'Amérique latine, où un partenaire très important est le Venezuela. On remarque que les États-Unis ne figurent pas. Or, vous le savez sans doute, depuis 2014, les États-Unis sont des producteurs nets de pétrole. Et c'est lié au fait que les États-Unis se sont mis à développer, comme le Canada, l'extraction de pétrole non conventionnel, qu'on appelle le pétrole de schiste notamment. Et cette extraction qui était relativement coûteuse, donc on savait faire, mais qui est coûteuse non seulement au niveau environnemental, mais qui est coûteuse au niveau financier, est devenue plus facile. Et par ailleurs, les prix du pétrole ayant augmenté, il est devenu rentable d'extraire du pétrole de schiste, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et les États-Unis, donc, sont aujourd'hui les plus grands producteurs de pétrole du monde. Ils dépassent largement l'Arabie Saoudite. Ils sont exportateurs depuis 4 ans, au centime. Et donc, on retrouve ensuite l'Arabie Saoudite, la Russie, le Canada, l'Irak, la Chine, qui est également une productrice de pétrole, mais qui utilise totalement sa production domestique pour son propre développement et sa croissance. Donc, on voit que parmi tous ces producteurs-là, la plupart fournissent du pétrole à la Chine, à l'exception du Canada et des États-Unis, ce qui semble cohérent avec, le contexte de rivalité entre les deux États. Alors, autre enjeu, on a l'enjeu des terres rares. Et là, cet enjeu se fait plutôt au bénéfice de la Chine, puisque la Chine, aujourd'hui, produit 60% des terres rares qu'on trouve dans le monde. Alors, les terres rares, c'est 17 éléments chimiques et métalliques qui sont indispensables pour un certain nombre de produits. Par exemple, les téléphones portables, les ordinateurs, où on trouve 2 ou 3 grammes de terres rares, mais qui sont essentielles pour leurs propriétés électromagnétiques. Ou les éoliennes, qui, pour certaines, nécessiteront 600 kg de terres rares. Donc la Chine a très tôt développé sa production de terres rares à des prix qui étaient relativement bas. C'est ce qui en fait aujourd'hui le producteur le plus intéressant. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de terres rares ailleurs, mais simplement qu'elles ne sont pas produites ou qu'elles ne sont pas produites à un prix aussi compétitif. Donc on voit que les États-Unis en produisent également et cherchent à rattraper en fait leur retard à ce niveau-là. On trouve aussi, ce que montre ce graphique, que la Birmanie est un pays important en termes de production de terres rares. À garder en mémoire, quand on voit les problèmes qu'il y a actuellement en Birmanie, effectivement, c'est un acteur qui, géopolitiquement, a de l'importance pour des acteurs plus lointains, en raison de cette production de terres rares, et l'Australie. Alors, autre diapo sur les terres rares, on voit que la production dans le monde, elle tourne principalement autour de la Chine, puisqu'on a vu que la Chine en produisait 60%, et se trouve après l'Australie, les États-Unis, l'Inde, la Birmanie dont on va parler, également la Russie, mais à des degrés bien moindres. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comment la Chine se positionnait, alors j'ai fait une sélection, mais dans un certain nombre de mécanismes économiques qui impactent en fait la planète entière, et où elle se retrouve dans une forme de face-à-face avec les États-Unis. Alors, ce que je veux voir maintenant, c'est l'influence diplomatique de la Chine au niveau mondial. Donc, comment la Chine s'est positionnée comme un acteur diplomatique incontournable. Et elle l'a fait en divisant le monde, la planète, en fait, en grands ensembles avec lesquels les Chinois interagissent au niveau global. Alors, on a d'abord la Chine avec l'Afrique. On appelle parfois la Chine-Afrique.
Et ça prend la forme de ce qu'on appelle le FOCAC, donc le Forum sur la coopération sino-africaine, qui a été créé en 2000, avec comme objectif d'avoir des consultations régulières entre la Chine et l'ensemble du continent africain, sur un pied d'égalité, pour traiter des questions qui concernent les deux acteurs. Et ces rencontres ont lieu tous les 3 ans, alternativement à Pékin et dans un pays du continent africain. Et ce que montre là cette carte, c'est en fait c'est une carte rappel. C'est en 1971 les pays qui ont voté en faveur, parce que c'est le vote africain qui a, au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a permis de retirer le siège que détenait Taïwan en tant que représentant de la Chine pour le donner à la RPC. Et la Chine a pu bénéficier à ce moment-là du vote d'un certain nombre de pays africains nouvellement indépendants, donc qui sont en guerre, et parce que la Chine avait été très impliquée dans la lutte anticolonialiste dans ces pays-là, et donc a en quelque sorte eu un retour sur investissement par l'appui au niveau diplomatique qui lui a été apporté par ces nouveaux États qui ont multiplié évidemment le nombre d'États au niveau de l'ONU. Alors ça c'était pour mémoire, pour montrer qu'il y a en fait le discours chinois, le narratif chinois en Afrique insiste beaucoup sur cette proximité, cette aide que la Chine a pu apporter aux pays africains dans leur quête de l'indépendance. Et va même beaucoup plus loin, puisque la Chine rappelle que les contacts entre la Chine, l'Empire de Chine et l'Afrique sont beaucoup plus anciens et sont attestés depuis au moins le XVIe siècle, le XVe siècle. Pardon. Alors, cette carte, qui je pense est lisible de loin, montre, ce que j'ai voulu montrer en fait, c'est les liens qu'il y a entre la Chine et un certain nombre d'États en Afrique. Alors, ce sont les liens diplomatiques. En clair, c'est les liens diplomatiques qui ont été établis il y a longtemps, entre 1956 et 1979. On voit un certain nombre d'États qui sont d'ailleurs ceux qui avaient voté en faveur de l'accession de Chine. Ensuite, un peu plus sombre, entre 1980 et 1999, et puis en sombre, vraiment sombre, entre 2000 et 2018. Alors, ce que dit cette carte, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est comment la Chine construit une relation avec des acteurs au niveau du continent africain, et cette relation se base sur un impératif. Si vous souhaitez avoir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, vous devez renoncer aux relations diplomatiques que vous avez avec la République de Chine, donc avec Taïwan. Il n'est pas possible pour les États de faire les deux. Et c'est évidemment ce que la RPC fait miroiter à ses interlocuteurs africains, c'est que ça implique un bénéfice économique qui peut être tout à fait intéressant et important. Et donc parmi les derniers pays africains qui ont accepté de renoncer à leur relation avec Taïwan, on a par exemple le Burkina Faso, il y a deux ans. Alors, ce qu'on montre aussi cette carte, qui montre donc cet investissement de la Chine en Afrique, eh bien, notamment ce sont les ronds qui m'intéressent, qui montrent la présence chinoise en Afrique. Il y a maintenant, dans beaucoup de pays africains, une présence chinoise pérenne. C'est-à-dire donc c'est ce que me disait un collègue africain, il me disait, mais tu sais, il est tchadien, il me disait, maintenant à N'Djamena, on a une Chinatown. Donc il y a des Africains qui sont là, qui sont présents, qui font du business, qui parfois d'ailleurs produisent des produits qui étaient avant fabriqués localement par les Africains, mais que l'import de Chine à prix moindre, donc qui casse en fait les prix et provoque aussi une forme de ressentiment. Mais il n'y a pas que du ressentiment au niveau de l'Afrique par rapport à la Chine, il y a donc des relations commerciales, il y a des retombées qui ne sont pas forcément équilibrées, mais ces retombées existent, et il y a donc une présence africaine une présence chinoise importante, avec, pour certains pays, un risque de ce qu'on a appelé le piège de dette. Alors, Chine-Amérique latine, je vais aller assez vite, c'est le CELAC, la communauté d'États latino-américains et caraïbes. On a à peu près le même principe, c'est-à-dire de la coopération. Ça a été créé plus récemment, en 2010. C'est un forum de discussion
qui parle principalement d'intégration économique, de liens bilatéraux, toujours sur le principe du gagnant-gagnant, et en sont absents les pays qui ont des territoires ultramarins, mais qui ne sont pas considérés comme pays latino-américains. C'est le cas de la France, des Pays-Bas, du Danemark, de l'Angleterre, mais également tout ce qui concerne l'Amérique du Nord. Avec les États-Unis, la Chine a un forum particulier, donc qui est les rencontres annuelles entre la Chine et les États-Unis. Cette présence de la Chine en Amérique latine, elle se traduit par des prêts. Donc les ronds que vous voyez, ce sont en milliards de dollars les prêts qui ont été accordés par la Chine. On voit que par exemple le Venezuela, le Brésil ou l'Argentine ont bénéficié de prêts tout à fait considérables, prêts qu'il importe ensuite de rembourser. D'où la question de piège de la dette. La Chine fournit aussi des armes à certains pays, le Venezuela, le Pérou, la Bolivie. Donc il y a en fait c'est intéressant, parce qu'on voit une implantation de plus en plus importante des réseaux politiques et diplomatiques chinois sur le continent sud-américain, qui pendant des décennies, voire 2 siècles, depuis la doctrine Monroe, depuis les années 1830, était considérée comme la chasse gardée des États-Unis. Alors, ce que montre cette diapo, en fait, je vais la commenter, mais ce sont donc, par exemple, au Trinidad et Tobago, on voit qu'il y a eu une aide chinoise sous la forme d'un vaccin lors du Covid qui a été apporté. Donc on est là sur le soft power, sur la diplomatie, le fait d'apporter, d'aider, en aidant de permettre de générer une image positive de la Chine. On a le triangle du lithium, dont je parlerai dans la diapo suivante, et au niveau de l'Argentine, j'en parlerai également, il y a une coopération qui relève aussi du domaine militaire entre les 2 États. Alors, c'est ça le triangle du lithium. Ce que montre cette carte, c'est surtout ce qui est intéressant, ce sont les ronds rouges et les triangles rouges qui marquent la présence d'acteurs chinois, d'entreprises chinoises, dans l'extraction du lithium. Donc les Chinois font partie des acteurs les plus présents dans cette région d'Amérique latine, pour des raisons économiques, évidemment. Et ce que montre la diapo suivante, elle est intitulée en anglais Chinese Satellite Ground Stations in Latin America. Ce sont les points jaunes, c'est là où la Chine a passé des accords avec les différents États d'Amérique latine pour établir des stations d'observation spatiale. Alors elles sont à la fois, donc, on est sur de la communication, enfin j'entends de la communication donc spatiale, mais elles ne sont pas forcément innocentes, notamment celle qui est située le plus au sud de l'Argentine, où il y a des débats en Argentine d'ailleurs sur la présence des Chinois à ce niveau-là, parce qu'en fait elles permettent à la Chine de combler un point aveugle en termes d'observation spatiale. La Chine est un État de l'hémisphère nord qui n'a pas de présence dans l'hémisphère sud, et donc ça lui permet d'avoir des infrastructures de transmission satellitaire dans l'hémisphère sud, qui, d'après ceux qui critiquent la présence ou les accords trop généreux accordés par l'Argentine à la Chine, servent aussi à faire de la surveillance de satellites de pays rivaux. Alors, Chine-Moyen-Orient, c'est le Forum sur la coopération sino-arabe, le FCSA, créé en 2004, avec toujours le même objectif qu'on retrouve chez les autres, c'est-à-dire travailler sur, je l'ai mis, construction commune par la Chine et les pays arabes de la ceinture et la route, puisque une des déclinaisons de la BRI, c'est aussi le Moyen-Orient. Et de manière générale, travailler sur l'architecture de coopération sino-arabe. Et sur cette diapo, qui essaye de montrer un peu la présence chinoise ou l'influence chinoise au Moyen-Orient, on voit donc les tracés en bleu et en rouge des nouvelles routes de la soie. Les bateaux que vous voyez sur la carte de l'Afrique montrent la présence permanente, pérenne, d'unités de la marine chinoise.
Et on a en différentes catégories de vert les pays qui ont noué des accords de coopération stratégique plus ou moins approfondis avec la Chine, mais qui implique qu'il y a une relation qui est déjà proche entre la Chine et ses États. Pour la Chine et l'Europe, on a le Forum Chine-Europe, le FCE, qui est annuel depuis le début des années 2000, et qui organise là aussi ce principe alternatif, une fois en Europe, une fois en Chine, des rencontres multi-acteurs qui parlent de gouvernance, de droit, d'éducation, de questions urbaines. Et depuis 2014, on a introduit les questions de changement climatique et d'urbanisation durable. Et ce que montre cette carte, c'est là aussi avec des nuances de couleurs qui veulent montrer l'importance des flux, enfin des processus. Ce sont des investissements chinois importants dans l'Union européenne qui touchent la plupart des pays de l'Union européenne et certains plus que d'autres, comme vous pouvez le voir avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, mais aussi avec la France et l'Italie. Alors, la Chine et l'ONU. J'attire votre attention sur le fait que entre 1946 et 2022, on a eu 117 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont fait l'objet d'un veto de l'URSS, puis de la Russie. Mais ce qui m'intéressait, c'est que 13 de ces vétos ont été conjoints avec la Chine. Et depuis cette période, 16 résolutions ont fait l'objet d'un veto du coup de la part de la Chine, dont 8 avec la Russie. Généralement, jusqu'à la guerre en Syrie, les vétos chinois ont porté soit sur le Tibet, soit sur la question de Taïwan. Avec la guerre en Syrie, là on a vu une convergence d'intérêts entre la Chine et la Russie qui fait que la Chine et la Russie ont imposé leur veto à plusieurs reprises au Conseil de sécurité de l'ONU sur des questions qui intéressaient donc la Syrie. Donc on voit qu'il y a eu une forme de basculement et de vision géopolitique en fait qui allait dorénavant bien au-delà de la périphérie et des questions périphériques pour la Chine. Alors, ce que montre cette diapo, je l'avais montré la dernière fois, c'est les votes pour la condamnation de l'agression russe contre l'Ukraine. Vous vous en souvenez, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont voté contre, 141, que la Chine, néanmoins, s'est abstenue. Il y a eu quand même 35 abstentions et 5 pays qui ont voté contre. Et que par contre, un mois plus tard, en avril 22, lorsqu'il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme, là, on voit que le nombre de pays qui ont voté pour s'est drastiquement réduit. On est principalement sur les pays qui forment l'Occident au sens large, et puis quelques pays en Amérique latine et en Afrique. Un nombre d'abstentions beaucoup plus important et un nombre de contre beaucoup plus important, dont celui de la Chine. Et ce que montre cette dernière carte, pour mémoire, c'est les pays qui ont adopté des sanctions à l'encontre de la Russie. Et là, on comprend vraiment que l'Occident est un bloc, mais un bloc qui est relativement isolé dans ce contexte-là, puisque on a la plus grande partie des pays sur la planète qui n'ont pas voté de sanctions envers la Russie. Donc ça interroge effectivement sur les évolutions à venir, évidemment. Alors, la Chine et les BRICS, on en a beaucoup parlé. Les BRICS, vous savez, à l'origine, c'était 5 pays qui sont réunis depuis 2011 en sommet annuel. C'est les 5 grands pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et vous l'avez suivi, en août 2023, lors du 15e sommet des BRICS, il y a eu l'introduction de 6 nouveaux pays, donc un renforcement en fait des BRICS, qui ont intégré des pays majeurs. L'Arabie Saoudite, c'est l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Ce que la Chine, et je dis la Chine et les BRICS, mais la Chine est un des éléments moteurs des BRICS, c'est pour ça que je le dis, ce qu'ils souhaitent, c'est une refondation des organisations internationales. En tout cas, ils plaident pour ceci, parce qu'ils considèrent que ces institutions comme le Conseil de sécurité de l'ONU, les organisations issues de Bretton Woods, le FMI, Banque mondiale, sont des institutions qui sont issues de la Deuxième Guerre mondiale, mais font la part belle aux États qui étaient les plus puissants à cette époque-là, donc principalement les États occidentaux. Et qu'on a vu progressivement se faire un renversement des pôles de puissance, ou au moins, ce n'est pas encore une inversion, mais c'est au moins un rééquilibrage qui nécessite de repenser ces institutions. Par ailleurs, ce que considèrent les États membres des BRICS,
c'est qu'il représente 42% de la population mondiale et ne bénéficie que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale, ou 10% au FMI. Et donc, les BRICS essayent de faire avancer leur point de vue et de faire évoluer un certain nombre de choses, dont le système monétaire international, trop favorable au dollar. Donc on a là une carte qui synthétise en rouge ce qu'étaient les BRICS jusqu'en 2023 et en rajoutant donc les États en bleu ce que sont les BRICS aujourd'hui, avec une adhésion officielle qui interviendra le 1er janvier 2024. Pardon. La Chine et l'ASEAN, donc simplement pour attirer votre attention sur le fait que la Chine est concernée par l'ensemble en fait, des constructions économiques qu'il y a dans le monde, ou économico-politiques, mais par exemple, la Chine et l'ASEAN ont décidé de la création d'une zone de libre-échange qui concerne un marché de près de 2 milliards de personnes, et avec un PIB qui monte à 1000 milliards de dollars. En sachant que ces pays sont dans une relation qui est extrêmement déséquilibrée avec la Chine, puisque la Chine représente 90% des exportations d'ASEAN. Alors, le RCEP dont j'ai parlé tout à l'heure, simplement pour dire que c'est encore une zone de libre-échange plus large que celle qui lie la Chine avec l'ASEAN, mais où sont intégrés les pays de l'ASEAN, qui est le Regional Comprehensive Economic Agreement, et c'est aujourd'hui l'accord commercial le plus important du monde. Donc on a les pays de l'ASEAN, plus l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande. Donc avec cartographiquement donc, cet ensemble-là, qui va du nord à la Chine, au sud avec la Nouvelle-Zélande. Et dans le cadre de la réflexion qu'on porte sur la rivalité entre Chine et les États-Unis, les États-Unis avaient été leaders dans un autre projet qui s'appelait le Trans-Pacific Partnership. J'ai lu le R, excusez-moi. Donc c'est Partnership, le TPP, qui normalement devait être ratifié par l'ensemble des 10 États qui étaient concernés. Ce projet n'est pas tombé à l'eau, mais a été revu à la baisse dans ses ambitions parce que Donald Trump en a sorti des États-Unis presque immédiatement après son élection. Parce qu'il considérait qu'une zone de libre-échange aussi vaste porterait préjudice aux intérêts d'une partie des électeurs qu'il avait amenés à la présidence des États-Unis, notamment parce que une partie des électeurs, notamment du centre des États-Unis, avaient peur que les prix des marchandises importées par les États-Unis dans le cadre de cette zone de libre-échange soient beaucoup trop concurrentiels par rapport au prix de revient de leur propre fabrication. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pourrais répondre aux questions. Donc les États-Unis se sont désinvestis. Le Japon a pris en quelque sorte le leadership du TPP, qui est devenu le Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership. Alors, on a là la carte de ce nouveau TPP dans sa nouvelle forme. Alors, je voudrais maintenant parler d'un domaine principal où s'exerce, où se manifeste la rivalité entre la Chine et les États-Unis. On a vu, j'essaie dans le temps limité dont je dispose de vous montrer que cette rivalité en fait, elle est multiforme. Mais elle s'exprime avec vigueur dans un domaine, de manière plus visible, dans un domaine particulier qui est le domaine maritime. Alors, il faut savoir que la Chine a un syndrome d'obsidionalité, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un syndrome d'enfermement maritime, on va en parler, qu'elle a une volonté de contrôle de ses mers limitrophes, je l'ai dit tout à l'heure, une volonté de contrôle des dynamiques des États voisins, Japon, Philippines, Vietnam, qu'on voit une volonté d'expansion océanique vers des espaces océaniques en tout cas plus lointains que les mers limitrophes. Et, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la présence de bases navales qui montrent cette montée des ambitions maritimes de la Chine. Alors, la rivalité maritime de la Chine avec les États-Unis, je voudrais revenir sur un concept dont j'avais parlé la dernière fois, qui est, je crois, important, c'est le concept de Rimla, qui a été développé par un géopoliticien américain qui s'appelle Nicholas Spikeman. En fait, ce que Spikeman a dit, ou a mis en
en valeur, c'est qu'il fallait essayer de contrôler l'expansion des empires centraux au niveau de l'Eurasie pour éviter un cas de figure qui était en quelque sorte le cauchemar géopolitique des États-Unis, c'est-à-dire qu'une puissance hostile empêche l'accès des États-Unis au rivage de l'Eurasie. Or, les États-Unis peuvent certainement vivre en autarcie économique, mais leur économie aujourd'hui mondialisée dépend fondamentalement de leur capacité à établir des liens et des connexions avec des partenaires économiques, notamment en Eurasie. Donc on est sur un enjeu qui est un enjeu en fait tout à fait vital, pas existentiel, mais vital économiquement pour les États-Unis, et donc quand j'ai vital économiquement, qui met en jeu leur puissance. Et ce que Spikeman avait dit, c'est qu'il fallait que les États-Unis soient en mesure de contrôler la bordure de l'Eurasie pour éviter que précisément cette expulsion ou cette interdiction d'accès. Et c'est en suivant cette réflexion géopolitique que s'est mis en place ce qu'on a appelé le containment ou l'endiguement de l'URSS, qui a pris la forme d'un certain nombre d'alliances que les États-Unis ont mis en place ou ont suscité de façon à bloquer l'expansion politique, géopolitique de l'URSS. Et ce qu'on montre cette carte, c'est qu'on a eu la création de l'OTAN, que vous voyez bien au niveau de l'Europe occidentale. On a eu la mise en place du pacte de Bagdad, qui liait essentiellement l'Iran et l'Irak. On a eu la mise en place de l'OTAS en Asie du Sud-Est, l'Organisation de traité de l'Asie du Sud-Est. Et puis, par ailleurs, les Américains étaient présents au Vietnam, présents en Corée, présents au Japon, et en Corée du Sud, et aux Philippines. Donc, on avait un verrouillage. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la Chine était finalement entrée progressivement dans le mécanisme américain au fur et à mesure où que les États-Unis prenaient conscience que l'opposition entre la Chine et l'URSS était en fait allait bien au-delà de leur convergence idéologique qui était le communisme. Donc ça, j'en ai parlé la dernière fois, mais donc de facto, la Chine est devenue un élément du containment de l'URSS. Et ce qu'on voit, c'est que dans le contexte de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et notamment de cette question d'espace maritime, on a ce Rimland, donc cette bordure côtière de l'Eurasie, qui en quelque sorte se déplace sur la bordure maritime de l'Eurasie, puisque la Chine est aujourd'hui le pays qui porte un défi aux États-Unis, et que la Chine a une façade maritime. Donc il n'est plus possible de bloquer la Chine sur son espace continental, puisque c'est un pays maritime, par son ouverture maritime. Il faut donc essayer de la bloquer sur son espace maritime proche. Donc on a bien une remobilisation de ce concept qui est celui du containment, sur laquelle les Chinois ne se trompent pas, puisque Xi Jinping a évoqué explicitement, il a fait le reproche explicitement aux États-Unis il y a quelques mois, en disant que les États-Unis tentent d'établir un containment de la Chine. Donc on a une reprise en fait du concept, et ce qu'on voit, c'est que la Chine est très ouverte en fait sur l'espace maritime, mais que cette ouverture n'est pas si favorable que ça. Vous le voyez sur cette carte-là, on a en fait face à la Chine un certain nombre de pays qui sont des pays insulaires, des terres insulaires, qui sont sous la responsabilité ou qui dépendent de gouvernements en tout cas qui ne sont pas favorables à la Chine. Je pense aussi bien à la Corée du Sud, qui n'est pas défavorable, mais qui n'est pas un allié de la Chine, le Japon, qui est un État qui est de plus en plus en concurrence, en rivalité avec la Chine, Taïwan, les Philippines, la mer de Chine méridionale, qui est une mer semi-fermée, et au fond, les Chinois se retrouvent face à des espaces maritimes qui leur sont accessibles, bien sûr, mais qui leur sont virtuellement bloqués. Au moins, en cas de conflit, ils risquent de se retrouver avec un certain nombre d'acteurs insulaires qui leur sont soit ouvertement opposés, soit hostiles, potentiellement hostiles. Et c'est ce qu'on a appelé la première chaîne d'îles que vous pouvez voir sur cette carte, qui est cette sorte de ligne virtuelle que l'on peut tracer entre le Japon, Taïwan, les Philippines, jusqu'en mer de Chine méridionale. Et cette première chaîne d'îles, c'est le défi qui se pose pour la Chine, et elle enferme en fait deux mers qui sont des mers limitrophes, qui sont la mer de Chine orientale au nord, avec la mer Jaune,
plus au nord encore, et la mer de Chine méridionale, dont je vais dire un mot. Et j'ai mis la stratégie des glacis parce que ces mers sont à la fois donc, un espace qu'il faut arriver à franchir, à contrôler, si la Chine veut pouvoir se projeter au-delà, mais en même temps c'est un espace protecteur, ce sont donc des glacis, donc ils ont cette fonction duale. Et là, toute la stratégie, la géostratégie de la Chine aujourd'hui consiste à prendre en compte cette double fonction de ces espaces, ce qui n'est pas facile en termes de théorisation, on va dire. Donc on peut voir que quelque part on a une pression, alors en bleu donc, qui symbolise la pression américaine, et une contre-pression chinoise qui tendrait à essayer d'équilibrer ou de repousser cette pression exercée par les États-Unis. Ce qui permet d'imaginer, au moins du point de vue théorique, qu'on aurait une succession de glacis, un glacis assez large qui dépasserait la première chaîne d'îles, qui serait donc un glacis de protection, un deuxième glacis qui correspondrait aux mers de Chine, orientale et méridionale, et puis un troisième qui est le long de la côte, et qui protège en fait le cœur de la production industrielle économique de la Chine, se situe non pas dans la Chine de l'intérieur, mais se situe sur la côte chinoise. La côte chinoise est extrêmement vulnérable. Et c'est pour ça que toute réflexion géostratégique, en tout cas au niveau de la Chine, doit porter sur la manière de protéger la côte, parce que c'est la côte qui produit la richesse, c'est la richesse qui produit la puissance. Et c'est la côte qui, en cas de conflit ouvert, ferait l'objet des tentatives soit de prise de contrôle, soit de destruction les plus évidentes. On voit là mieux un peu ces deux chaînes d'îles, qui sont des lignes théoriques qui sont tracées, mais qui montrent idéalement l'espace le plus lointain que la Chine pourrait essayer ou envisager d'avoir au moins sur son influence, de façon à avoir repoussé les menaces portant sur son propre territoire. Et dans cette carte inversée que j'aime bien, on voit encore une fois les deux chaînes d'îles, mais vues du point de vue des Chinois. Et avec donc ces espaces maritimes. Alors, ceci amène la Chine à essayer de se désenclaver sur le plan maritime, évidemment, et ça prend différentes formes. On a vu cette carte qui nous dit quelque chose d'évident, c'est que quel que soit le désenclavement maritime de la Chine, il va passer par les mers de Chine orientale et méridionale. Alors je vais passer assez vite parce que je répondrai aux questions là-dessus, et il faut qu'on avance. Donc on a ces deux mers, je les ai entourées là. La problématique de la mer de Chine méridionale, donc elle est là. Le problème qui se pose pour les Chinois, c'est qu'il n'y a pas que la Chine qui donne sur la mer de Chine méridionale. Il y a d'autres États, et ces États ont des revendications. Ces revendications, elles sont, vous les voyez sur cette carte, elles figurent en fait les revendications des acteurs en jaune. Elles sont maximalistes pour la Chine, importantes pour les Philippines, importantes pour le Vietnam, moindre pour la Malaisie et moindre pour Brunei. Alors Taïwan est marqué parce que Taïwan est en phase avec la Chine sur les revendications. Et si on superpose l'ensemble de ces revendications, eh bien on voit en fait qu'on a d'évidence, on a des problèmes, on a des conflits, parce qu'en superposant les cartes, on a des zones qu'on pourrait assurer, qui montrent qu'on a 2, 3, 4 acteurs, voire 5, qui revendiquent la même zone. Donc forcément on a un conflit. Or, cette mer de Chine méridionale est très importante aussi pour des raisons économiques, puisque des flux importants y passent. Nos appareils électroniques sont passés par la mer de Chine méridionale, tous. Ce sont des flux majeurs. Ce sont aussi des flux qui sont des flux d'hydrocarbures énergétiques, donc qui permettent d'alimenter en partie l'Asie de l'Est par le passage des pétroliers. Et en plus, on a au niveau un point de fixation que j'ai mis en blanc ici, particulièrement important en mer de Chine méridionale, qui sont les îles Spratly. Ces îles-là sont contrôlées par les acteurs en question, dont je parlais tout à l'heure. Ils y ont pris pied, ils y ont pris place, les Chinois, les Vietnamiens, les Philippins, les Malaisiens, pardon. Tous ont un contrôle effectif sur le terrain et transforment les îlots qu'ils contrôlent, les pôles d'Eris. C'est le cas notamment de la Chine sur l'exemple que vous avez là de Field Cross, qui montre que ce qu'était l'îlot en 2006, c'était un petit îlot rocheux émergé ici.
et voici ce qu'il est en 2018. Donc il y a eu une polymérisation importante avec un objectif qui est essentiellement un objectif stratégique puisque on a l'implantation de pistes de décollage et d'atterrissage donc pour faire de cette île ce qu'on appelle un porte-avions immobile mais surtout un relais de projection de puissance aérienne et différents éléments de défense, enfin défensifs ou offensifs. Et surtout, ça permet aux acteurs qui ont pris pied sur ces îlots de pouvoir créer des zones d'interdiction autour de ces îlots et donc de menacer à la fois leurs adversaires et le trafic. Et se rajoute en plus quelque chose d'important en mer de Chine méridionale, la base navale de Yulin, où se trouve une partie des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Chine aujourd'hui. Donc ça renforce je dirais l'impératif stratégique que représente la mer de Chine méridionale pour la Chine. Alors, on a également plus au nord, dans la mer de Chine orientale, les îles Senkaku, qui appartiennent au Japon et sont revendiquées par la Chine, avec ce que montre la carte ici, une superposition des revendications maritimes. La plus à l'ouest, c'est la revendication japonaise, la plus à l'est, c'est la revendication chinoise. On voit bien qu'elles se superposent et qu'on a donc là-dessus un problème. Se pose également la question de Taïwan. Taïwan, vous le voyez, est au centre de la première chaîne d'îles, et Taïwan est la seule porte d'ouverture de la Chine vers l'océan Pacifique. Je dis la seule parce que les autres territoires insulaires dépendent d'autres États. Pour en prendre le contrôle, il faut déclarer la guerre à ces États, ou en tout cas les envahir. Mais Taïwan est un cas particulier parce que la Chine n'a jamais varié de discours, et elle a toujours dit que Taïwan est une île chinoise, qui a vocation à revenir dans le giron de la Chine, ce qui implique que si la Chine prend la décision d'envahir Taïwan, elle le fera dans une forme de légalité, qui ne pourra pas d'ailleurs lui être contestée au niveau international, puisque Taïwan n'a jamais prétendu être indépendant. Donc la question de Taïwan en fait est très complexe. Évidemment, Taïwan est indépendante de facto, si ce n'est de jure, mais le discours chinois peut s'appuyer sur une constante dans le cas d'une agression sur l'île. Mais surtout, Taïwan est un verrou qui ouvre. Alors, je ne commente pas cette diapo, mais elle dit simplement qu'il y a un énorme déséquilibre en termes de force entre les deux acteurs, bien évidemment. Et cette diapo montre toutes les survols que la Chine fait périodiquement, régulièrement, de différents espaces autour de l'île, en pénétrant parfois aux limites de l'espace territorial, mais surtout en maintenant une pression psychologique constante. Alors, ça nous amène à la géopolitique mondiale de la Chine, qui se base d'abord sur sa marine. Et ce que montre cette diapo, c'est l'augmentation progressive des moyens maritimes chinois, en rouge, comparé aux moyens maritimes américains. Donc on voit que la Chine progressivement se dote d'unités navales de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes également, et sans rivaliser encore, enfin on ne sait pas à vrai dire, parce que les deux marines ne se sont jamais opposées, donc on ne sait pas ce que vaut sur le plan qualitatif la marine chinoise. On sait que sur le plan quantitatif, elle équilibre à peu près la marine américaine, en termes de nombre d'unités. Donc on a deux acteurs qui sont à peu près à égalité, en sachant que les États-Unis sont une thalassocratie et que le défi qu'apporte la Chine aux États-Unis, et qui est intolérable du point de vue de Washington, c'est de prétendre interdire l'accès à certains États maritimes aux États-Unis, alors que le principe même qui est réitéré régulièrement par Washington, c'est qu'aucun espace maritime dans le monde ne peut et ne doit être interdit d'accès à la marine américaine dans le cadre du droit international. Alors, la projection océanique de la Chine, cette carte reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle montre simplement que la Chine dispose d'un certain nombre de capacités de déni d'accès, d'interdiction en fait d'accès, et vous voyez que c'est très concentré sur le littoral chinois, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. On a cette carte-là qui montre aussi ses capacités en fait, à menacer des espaces plus lointains qui correspondent, vous le voyez, aux limites des deuxièmes chaînes d'îles, donc les différents types de missiles, je ne détaillerai pas ici. Alors, les Américains développent évidemment une contre-stratégie
Cette contre-stratégie, elle se base d'abord sur quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire les flottes américaines que vous voyez mieux dans cette diapo. On a 7 flottes, en fait 6 en effet américaines dans le monde, et ces flottes ont pour vocation de maîtriser chacun des grands espaces maritimes dans le monde. Donc celle qui est particulièrement engagée, celles qui sont, parce qu'il y en a deux qui sont particulièrement engagées dans le cadre de la dissuasion de la Chine, c'est la 7e flotte dans le Pacifique et la 5e flotte dans l'océan Indien. Et les Américains font également ce qui s'appelle les follow-ups, c'est-à-dire les Free on Navigation Operations, c'est-à-dire les États-Unis réaffirment leur capacité à intervenir sur toutes les mers du monde en suivant le droit ce que dit le droit international, même s'ils ne sont pas signataires et n'ont pas ratifié forcément la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et ce que montre cette carte, c'est le nombre de fois où ils ont envoyé des unités navales à proximité des îlots qui sont contrôlés par la Chine pour réaffirmer ce droit, et à chaque fois en provoquant une réaction très vive de la part de la Chine, sans que jusqu'à présent on ait eu d'incidents qui dégénèrent en fait en bataille. Ce que montre cette diapo, c'est voilà ce que typiquement fait un navire américain. Celui-ci c'est le Decatur en 2016. Il passe, il évite les eaux territoriales, mais il circule entre les îlots qui sont sous contrôle des Chinois. Donc, évidemment, à ce moment-là, les Chinois émettent des protestations, suivent eux-mêmes le navire avec leur propre navire, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'incident majeur. La dernière opération de ce type a eu lieu hier, puisqu'il y a un navire américain qui est allé croiser au niveau d'un récif qui est extrêmement contesté entre les Philippines et la Chine, qui est le Second Thomas Shoal. Et donc ils ont fait une opération de ce type en l'attirant, en provoquant les réactions habituelles de Pékin à ce niveau-là. Ce que montre cette carte, c'est un contrario de la précédente, c'est les capacités que les Américains ont eux aussi d'interdire l'accès ou d'intervenir sur un espace très vaste, à partir notamment de l'île de Guam, où ils sont présents, mais aussi, ce que montre la carte, c'est au centre du cercle, c'est US Carrier Group, c'est-à-dire les capacités enfin, l'impact qu'un groupe aéronaval peut avoir sur l'espace autour de lui. Je m'exprime là, je vais le redire différemment. C'est l'espace qui peut être impacté par la présence d'un groupe aéronaval. Dans les capacités qu'il possède en termes notamment de projection de puissance aérienne ou de tir à partir de missiles. Parce qu'un groupe aéronaval, c'est pas que le porte-avions. C'est à peu près une quinzaine de navires et de sous-marins. Donc chacun a une capacité de destruction et d'intervention sur l'espace concerné. Donc c'est tout à fait considérable en fait, comme capacité. Cette carte synthétise un peu le processus d'endiguement et la volonté de la Chine d'essayer de repousser cet endiguement. Pour arriver à leur fin, les États-Unis créent des alliances ou des rapprochements, notamment celui dont on a beaucoup parlé, l'AUKUS, Australia, United Kingdom et US, puisque c'est c'est dans le cadre de l'AUKUS que notre pays a été éjecté du marché australien des sous-marins, si vous vous en souvenez. On a aussi là une carte qui montre la présence très importante en fait des facilités militaires ou des bases navales aériennes que les États-Unis possèdent dans la région. Mais là, on est obligé de connecter en fait l'ensemble, c'est-à-dire l'océan Indien et l'océan Pacifique, et la connexion se fait parce que la Chine elle-même crée cette connexion, puisqu'elle s'ouvre sur l'espace océanique indien. Et c'est pour ça qu'on a remis progressivement au niveau de Washington au goût du jour, parce qu'il existait avant, le concept d'Indo-Pacifique, qui lie en fait la partie indienne, l'océan Indien et le Pacifique, donc permet en fait de créer une cohérence au moins en termes de concept stratégique entre ces deux espaces, parce que la cohérence ne va pas forcément de soi, mais créer la cohérence stratégique permet derrière de développer une politique qui est tout à fait utile pour les intérêts de Washington. Et les Chinois sont présents, effectivement, dans l'océan Indien, puisqu'il y a ce qu'on appelle le collier de perles, qui est en fait une série de ports qui sont à la fois des bases navales, ou des ports où il y a des facilités qui sont apportées à la marine chinoise, et qui se trouvent, vous le voyez, beaucoup au niveau de l'océan Indien.
On le voit mieux sur cette diapo, où on a, avec les étoiles jaunes, l'ensemble des ports où la Chine a des facilités navales, avec deux bases navales affirmées dans l'océan Indien, celle de Hambantota, au sud du Sri Lanka, qu'elle a obtenue à la suite du piège de la dette dans lequel le Sri Lanka était tombé. Il est obligé à renégocier le contrat qu'il avait avec la Chine sur ce port-là et à accorder un bail à la Chine, qui est dans le cadre duquel la Chine peut utiliser le port aussi bien à des fins civiles qu'à des fins militaires. On a également un autre port qui est tout à fait important depuis quelques années, depuis 2016, c'est Djibouti, où la Chine, à la suite de la France, des États-Unis et du Japon, a obtenu la possibilité d'ouvrir une base navale. C'est une base navale qui permet en fait à la Chine de pouvoir porter un regard non seulement sur l'océan Indien, mais également sur la mer Rouge et également sur le Moyen-Orient, ce qui est tout à fait intéressant. Et donc dans cette diapo conclusive, est-ce que l'océan Indien est le nouveau centre du monde? Le titre n'est pas de moi, je l'ai pris sur un site fort bien fait en géopolitique qui s'appelle DiploWeb, mais la question m'a semblé intéressante à poser. Donc je vous la laisse en guise de conclusion, on peut discuter. Je vous remercie de votre attention. Alors, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Excusez-moi si j'ai parlé vite et si j'ai été un peu elliptique, mais on a commencé plus tardivement, donc que je rattrape le temps. Oui. Oui, à Djibouti, la Chine a remplacé la France ou c'était en plus? La France est toujours représente à Djibouti. Non, la Chine n'a pas remplacé la France, parce que vous voyez que sur la carte, vous avez le camp... la base française se trouve... je trouve ici, et vous avez en dessous le camp Lemonnier, qui est la base américaine. En fait, les deux bases sont collées. Donc, on peut passer de l'une à l'autre. Il y a trois bases, en fait. Alors, la troisième, c'est la base japonaise. Les Japonais se sont implantés à Djibouti officiellement, enfin, au moins à l'origine, officiellement, c'est peut-être pas le bon terme, dans le cadre de la lutte contre la piraterie qui s'était développée au niveau de la Corne d'Afrique. Et ensuite, il est évident que dans le cadre de ce qu'on voit aujourd'hui comme dynamique au niveau du Japon, c'est-à-dire sinon une remilitarisation, au moins une prise en compte de l'importance pour le Japon d'avoir pas seulement une force d'autodéfense, mais d'avoir une armée qui lui permette de faire face en fait aux ambitions de Chine. Et donc dans ce contexte-là, il est évident que la base aura ou pourra jouer un rôle vraiment de base plus traditionnel peut-être dans les années ou les décennies à venir. Et les Chinois, ce sont de manière un peu, je dirais presque symbolique, sont à l'opposé. Donc de ce que je vois, de ce que je lis et que j'entends, il y a les acteurs se surveillent attentivement, se titillent de temps en temps, puisque les Français avaient accusé des militaires chinois d'aveugler les avions français lors des phases d'atterrissage avec des lasers. Bon, enfin, il y avait une sorte de petite guéguerre qui avait lieu, mais qui montrait en fait qu'on n'était pas sur du partenariat et on est plutôt sur des rivaux. Oui, je vous en prie. Donc, vous situez la géopolitique dans le cadre d'une concurrence entre la Chine et les États-Unis. C'est votre exposé là. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans le cadre de la concurrence de l'OTAN avec le reste du monde? L'OTAN ne représentant plus que 10%, et le reste du monde à peu près 90%. Dans ce cadre-là, ce que le monde pense des États-Unis et donc de l'OTAN, ça prend une mauvaise tournure. En Ukraine, on sait qu'il y en a encore pour un an, mais probablement c'est perdu. Au Moyen-Orient, il y a un tel carnage, un tel génocide soutenu par les États-Unis qu'il n'est pas sûr que ça leur donne une très belle image. Et là aussi, il est probable que ça se termine mal pour les États-Unis. Et j'ai l'impression que cette géopolitique, elle se situe plutôt là.
Donc c'est pas tant la Chine qui est en train d'envahir le monde, mais c'est les États-Unis qui perdent le pied, j'ai l'impression. Je vous remercie. Mon propos n'est pas de dire que la Chine envahit le monde. Je pense que la Chine cherche à s'assurer un espace dans lequel elle se sente moins à l'étroit, où elle puisse davantage aussi imposer sa marque. Donc ça c'est par rapport juste à l'expression, non c'est pas du tout, je ne pense pas que les Chinois cherchent à envahir le monde, ça ne correspond pas à l'histoire de Chine non plus, ce n'est pas cohérent avec l'histoire de l'Empire de Chine. Après, l'Occident ne représente possiblement pas énormément par rapport à l'ensemble de la planète, mais en Occident, il y a un État qui est absolument majeur, qui est les États-Unis. Et les États-Unis représentent quelque chose d'extrêmement important au niveau de la planète, de mon point de vue, par leur capacité technologique, leur capacité d'attirance, malgré tout, leur capacité militaire, et je ne pense pas du tout. Enfin, là, ça n'engage que moi, en fait, ce que je dis là, ce n'est pas une réflexion scientifique, mais je ne pense pas qu'ils sont en perte de vitesse. En tout cas, je pense qu'ils ont des capacités de réagir qui sont tout à fait impressionnantes et qu'on va voir à l'œuvre, sans doute, qu'on voit déjà à l'œuvre. Quand ils disent « nous sommes en mesure de mettre 1000 milliards de dollars dans notre budget militaire », ils laissent très très loin leurs compétiteurs, y compris la Chine. Or, mettre cet argent-là, c'est se donner des capacités en termes de recherche et développement, d'avancées technologiques qui sont absolument considérables. Donc c'est un acteur qui, de mon point de vue, reste majeur. Après, pour ce qui est de l'image des États-Unis, elle est probablement dégradée, en tout cas dans certains milieux, effectivement. On voit que dans le monde arabe, région que je connais bien, je vois que la perception, l'image des États-Unis aujourd'hui est relativement dégradée, selon les médias. Pour autant, je ne pense pas que ça les empêche d'arriver à leurs objectifs, parce que si je prends le cas de la politique américaine en Amérique latine dans les années 60 et 70, où les Américains ont soutenu des régimes qui étaient plutôt des régimes dans certains pays très brutaux, en tout cas assez brutaux et dictatoriaux. L'image qu'avaient les États-Unis n'était pas forcément bonne, pour autant ça ne les a pas empêchés en fait, de poursuivre leurs objectifs et de les remplir. En parallèle, les enquêtes qui sont... Peut-être connaissez-vous le centre, le Pew Research Center, qu'on appelle plus communément le Pew Center. Si vous allez sur Internet, vous tomberez très facilement sur ce centre. C'est un centre de recherche américain qui fait des enquêtes au niveau mondial sur toutes sortes de sujets, soit domestiques, soit internationaux. Et ces enquêtes annuelles, elles sont extrêmement intéressantes. Et notamment, chaque année, ils travaillent auprès d'un panel qui est... je ne me rappelle plus, c'est l'ordre de 5. À peu près, je ne dis pas de bêtises, mais on est bien au-delà du millier de personnes dont on considère que c'est un panel représentatif, donc qui est interrogé dans une sélection de 24 ou 25 pays, et sur l'image de la Chine. Et ce que montrent en fait les enquêtes du Pew Center, c'est que l'image de la Chine est dégradée. Elle est dégradée en partie en Afrique, pas trop au Moyen-Orient, en partie en Amérique latine, beaucoup en Europe, beaucoup en Amérique du Nord, et pour autant ça n'empêche pas la Chine en fait, de mener sa propre politique. Là où je veux en venir, c'est que je ne suis pas certain en fait qu'on puisse parler d'un isolement. Alors il y a une forme d'isolement, on l'a vu dans le vote des sanctions sur la Russie, qui montre que effectivement l'Occident semble resserrer autour des États qui fondamentalement forment l'Occident. Mais cet isolement ne signifie pas qu'ils ne sont plus agissants, ils ne seront plus agissants géopolitiquement parlant. Voilà, c'est pas une réponse, je vous dis, elle n'est pas scientifique parce que je ne suis pas capable de dire l'avenir, mais c'est mon sentiment et que ce n'est pas encore du tout évident que les États-Unis sont en plein de vitesse. Est-ce que... Oui. Non, je vous entends. Oui, bon. Durant tout le 19e et le 20e siècle, les rapports entre l'Occident et les pays du Sud, que ce soit l'Afrique
ou l'Amérique latine, par exemple, ont été essentiellement des rapports de domination. C'est-à-dire que l'Occident a colonisé ces territoires, les a en partie pillés, etc. etc. Bon. Puis il y a eu la décolonisation, mais il y a quand même un néocolonialisme qui continue. Bon, aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans ces territoires, et notamment la Chine. Est-ce que vous pensez que la Chine se comporte avec ces pays-là comme l'Occident s'est comporté au 19e et au 20e siècle? L'élément de réponse que je pourrais donner, mais qui est là encore, qui est ma perception personnelle, c'est que la Chine est souvent présentée comme une puissance amorale, en ce sens qu'elle ne cherche pas à diffuser une idéologie ou un cadre moral, et développe des relations avec les acteurs qui sont des relations essentiellement sur un mode pragmatique, qui est souvent présenté comme gagnant-gagnant. La Chine s'est beaucoup appuyée sur ça, au moins il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé à parler beaucoup de pénétration des Chinois, surtout à partir des années 2000, où le président Hu Jintao, à l'époque, avait officiellement encouragé ses compatriotes à investir en Afrique. Là, la position chinoise était de dire, contrairement aux Occidentaux, je ne pouvais pas dire par rapport aux Américains, puisque les Américains n'avaient pas un passé colonial en Afrique, mais par rapport aux Européens, nous n'arrivons pas comme des puissances colonisatrices, nous venons pour créer du lien, sur la base d'une connaissance très ancienne, et j'en reviens encore aux artefacts des Chinois qui remontent aux différentes dynasties impériales, notamment les Ming et les Yuan, qu'on trouve sur la côte est de l'Afrique. Donc là-dessus, le discours chinois s'est appuyé sur ces éléments pour dire on se connaît depuis longtemps et on vient dans une relation qui suit un autre modèle que celle que les Européens ont eue avec vous. Après, ce que j'ai, je ne suis pas spécialiste du champ, mais ce que j'ai lu par divers articles, c'est qu'il y a eu une forme de désillusion, en partie au niveau de certains pays africains ou de l'opinion publique en Afrique, par rapport à la présence des Chinois, parce que les Chinois ont fait exactement ce qu'ils disaient qu'ils venaient faire, c'est-à-dire on vient de manière pragmatique faire quelque chose qui est gagnant-gagnant, mais on vient pour notre propre intérêt économique. C'est-à-dire, vous avez des ressources qui nous intéressent, donc on crée les infrastructures qui permettent de les extraire, et ensuite on les achemine vers la Chine. Et les retombées en fait, de la présence chinoise n'ont pas toujours été positives pour la population locale. Donc il y a eu c'est pour ça que ce que montre le Pew Center dont je parlais tout à l'heure, il y a une évolution du regard que l'opinion publique portait sur la Chine dans le continent africain. Mais par rapport à votre question, ce n'était pas le même modèle. Les Européens, quand ils ont pénétré progressivement l'Afrique, notamment à partir du congrès de Berlin en 1885, à ce moment-là, ne se présentaient pas comme des acteurs amoraux, mais plutôt des acteurs moraux qui essayaient d'amener, ou en tout cas disaient nous amenons un modèle, nous amenons et donc nous allons changer votre société de façon à la faire évoluer comme la nôtre, et la nôtre nous trouvons qu'elle avait évolué de manière très positive. Donc il y avait un discours, une logique en tout cas d'investissement des territoires qui était de mon point de vue tout à fait différente. Mais voilà, je résumerai en disant que la relation, l'âge d'or de la relation de la Chine-Afrique, qui était extrêmement célébrée comme une réussite, ça a été la décennie 2000. Et qu'on a vu qu'ensuite que les relations devenaient moins passionnées, en tout cas. On va finir par une dernière question. Oui, je vous en prie. J'ai une question sur Taïwan. Est-ce que vous croyez que la Chine va bientôt intégrer le Taïwan pour plusieurs raisons? D'abord, pour élargir leur sol maritime, parce que comme vous avez montré sur le diapo, que c'est très important pour eux pour avoir un accès plus large. Après, pour accès à la technologie, aux technologies, Taïwan a les meilleurs semi-conducteurs mieux que les États-Unis. Et après, Taïwan, c'est une démocratie
ce sont des Chinois aussi. Donc ça pourrait être une menace pour les partis parce que ça démontre dans une autre Chine, il y a une autre possibilité politique. Donc pour éliminer tout ça. Oui, je vous remercie de votre question. C'est évidemment difficile de faire des pronostics, mais je pense que vous avez parfaitement raison en disant que Taïwan est une sorte de contre-modèle, effectivement, comme l'était de Hong Kong aussi. Et à Taïwan, c'est un peu diffuser la peur que Taïwan connaisse le même sort que Hong Kong s'il y avait une réunification en fait, avec la Chine, quelle que soit la forme qu'elle prenne. C'est un peu un jeu de pronostic, on va dire, j'ai lu sur la littérature qui est consacrée à Taïwan, toutes sortes de possibilités, mais je pense qu'on peut essayer d'objectiver les choses et de voir quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de conduire la réflexion sur Taïwan. Ce que je vois, c'est qu'il y a des élections en 2024, qu'elle pourrait ramener effectivement un candidat qui a parlé ouvertement d'indépendance, et que la position des États-Unis par rapport à l'indépendance de Taïwan a un peu, je vous l'ai dit, sous Joe Biden, a un peu évolué. Donc il est possible qu'à Taïwan, il y ait l'impression que le soutien américain, le soutien japonais aussi, a une indépendance formelle, et que ce soutien soit plus présent et plus fort qu'il ne l'était il y a une décennie. Et que ça pousse les Taïwanais peut-être à prendre un positionnement politique qui serait alors, on le sait, une ligne rouge pour la Chine, puisque la Chine a dit qu'il y avait 2 lignes rouges pour Taïwan, la déclaration d'indépendance unilatérale, ou le fait que Taïwan se dote de l'arme nucléaire. Donc ça pourrait être un facteur de guerre. Maintenant, je rappelle que les îles sont très compliquées à prendre, que les Allemands n'ont pas réussi à prendre la Grande-Bretagne, qui était pourtant un objectif militaire majeur. Et dès 1940, je suppose que dans l'état-major en Allemagne, il y avait des militaires qui savaient que l'Allemagne avait perdu la guerre parce qu'elle n'avait pas réussi à prendre le contrôle de ce qui pouvait être une tête de pont un jour pour les États-Unis. La dernière île qui a été prise par la force, et dans un rapport asymétrique qui était quand même important, c'est les îles Falklands en 1982 par les Britanniques, aux dépens des Argentins qui s'en étaient emparés par la force. Donc, Taïwan, c'est pas l'Angleterre, c'est à 200 km de la côte. L'Angleterre est à une quarantaine de kilomètres de la côte française. Et donc, il y a un détroit à passer, un détroit qui sera extrêmement difficile à passer pour les forces chinoises, sans aucun doute. Il faudra qu'ils aient réussi à saturer les défenses taïwanaises, et probablement qu'ils feront face à ce moment-là aux Américains et possiblement aux Japonais. Donc, pour résumer, mon idée est que la fenêtre d'opportunité pour la Chine de prendre Taïwan s'est réduite, semble se réduire encore davantage, mais que même dans le contexte, avec les éléments objectifs qui soient politiques ou militaires que je vois, l'aventure taïwanaise me paraît extraordinairement compliquée en tout cas sur le plan militaire pour la Chine. Maintenant, des guerres, il n'y aurait pas de guerre si les acteurs étaient toujours totalement rationnels, j'imagine, dans leur approche. Donc il y a des éléments qui pourraient peser et qui feraient qu'il y aurait un conflit malgré tout. Voilà. Merci.